On enchaîne avec le catabolisme des stéroïdes, la dégradation. On a vu la synthèse, on l'a vu, on a très bien vu la synthèse. Les stéroïdes, on va voir maintenant leur dégradation. Toutes les hormones stéroïdes subissent au niveau du foie un catabolisme important. Vous savez très bien que la principale usine, à droite, la principale usine de mon organisme, c'est mon foie. C'est au niveau du foie que la majorité des coenzymes, des protéines de la coagulation, de certaines enzymes sont synthétisées, d'accord? Et c'est au niveau du foie aussi que beaucoup de réactions cataboliques sont réalisées. Le foie, qu'est-ce qu'il va faire? Pour les hormones stéroïdiennes, il va les rendre hydrosolubles. Il va les rendre hydrosolubles. Et c'est très important. Je vous ai dit que les hormones stéroïdiennes sont lipophiles et hydrophobes. Elles sont lipophiles et hydrophobes. Elles ne peuvent pas être solubilisées dans le sang. Est-ce que je peux, vous avez fait la physiologie rénale, est-ce que je peux les transporter les urines alors que le sang est un milieu liquide, que le milieu intracellulaire des cellules tubulaires est un milieu liquide, et que la lumière tubulaire contient aussi des urines de l'ultrafiltrat, puis des urines qui sont aussi des liquides, Donc il est beaucoup très difficile. Un simple exemple, je suis désolé, mais c'est très important. Est-ce qu'on peut avoir des urines glissantes? Vous voyez que non. Non, parce que justement, c'est un milieu qui doit être hydrosoluble pour favoriser la clairance, pour favoriser l'élimination des toxines. Très bien. Donc, qu'est-ce que je dois leur faire, ces hormones stéroïdiennes? Elles sont hydrophobes, je dois les rendre hydrophiles, je dois les transformer. Toutes les molécules hydrophobes doivent être rendues hydrophiles avant d'être éliminées dans les reins. Parmi eux, quelle est la principale hormone? Quelle est la principale molécule? La bilirubine. La bilirubine qui est lipophile, elle doit être glucuronoconjuguée. Elle doit être conjuguée pour devenir hydrophile, puis être éliminée au niveau des urines. Très bien. Elle peut être aussi transformée en urobiline, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que mes hormones stéroïdiennes, elles vont aussi subir des réactions. Quelles sont ces réactions? C'est des réactions d'oxydoréduction, de sulfo- et glucuronoconjugaison. Quel est le but de ces réactions? C'est de transformer des hormones stéroïdiennes de molécules lipophiles et hydrophobes en molécules hydrophiles qui peuvent être éliminées dans les urines, permettant à ces molécules initialement insolubles dans l'eau, elles étaient insolubles dans l'eau, de devenir hydrophiles et par conséquent de pouvoir être éliminées dans les urines. Et pourquoi c'est important pour vous? Pourquoi je suis en train de vous ennuyer avec ça? Parce que plus tard, quand vous serez des endocrinologues, qui veut devenir endocrinologue? 2, 3, ça va. 4. Vous avez changé d'avis. Vous étiez pour la gynéco. Si? Ah bon? Allez, qui veut devenir gynéco? Oui. Très bien. Bravo. Hey, très bien. Donc, quand vous deviendrez des endocrinologues, Inch'Allah, vous allez être amenés à doser ces hormones. Le cortisol libre urinaire, je vais doser une autre hormone. L'essentiel, je vais prendre les urines de mon patient et doser la quantité car les hormones stéroïdiennes. D'accord? Donc, tout en tant que praticien, vous allez vous souvenir qu'il y a 12 ans, vous étiez en biochimie, vous étiez jeune, vous n'avez pas encore de rides, vous étiez plein de vie, plein d'espoir, plein d'énergie. On vous avait dit que les hormones stéroïdiennes peuvent être solubilisées pour passer dans les urines. Et que ce passage vers les urines, c'est lui qui permet le dosage que vous êtes en train de faire aujourd'hui en tant que résident en endocrinologie. Inch'Allah. Donc, toute cette histoire de catabolisme hépatique, elle permet au dosage d'être possible. Ce qui nous importe en tant que praticien de la santé, c'est le dosage. Très bien. Cortisol et cortisone. J'en avais parlé tout à l'heure. La 17 bêta-OH stéroïde déshydrogénase, c'est le moyen de régulation. C'est l'enzyme Hadia.
Dans le foie, elle contrôle l'accès du cortisol à son récepteur. Dans les organes cibles des hormones minéralocorticoïdes, elle empêche l'accès du cortisol au récepteur minéralocorticoïde. C'est une histoire qui est un peu battante. S'il vous plaît, la 11 bêta stéroïde déshydrogénase. C'est une enzyme qui contient deux isotypes, deux isoenzymes. Elle comprend deux isoenzymes, la 1 et la 2. La 1, je l'ai dit ce matin, donc je l'ai dit que je l'avais dit. La 1, l'isomère 1 est contenu dans le foie et le tissu adipeux. L'isomère 2 est contenu dans les cellules tubulaires, est contenu dans les cellules tubulaires rénales. Est-ce qu'on est d'accord? L'isomère 1, il est responsable de la transformation du cortisone vers le cortisol. Donc, il va augmenter la quantité de cortisol. Le type 2, il est responsable de la transformation du cortisol vers le cortisone. S'il vous plaît, écrivez 1, cortisone vers cortisol, 1. Donc, cette enzyme-là, la 11 bêta stéroïde déshydrogénase, c'est un moyen de régulation. Pourquoi c'est un moyen de régulation? Je suis en train de parler du cortisol et de cortisone. Cortisol et cortisone. Le cortisone est une forme inactive du cortisol. Le cortisone est une forme inactive du cortisol. Le cortisone est une forme inactive du cortisol. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai du cortisol, je peux le transformer en cortisone. J'ai du cortisol, je peux le transformer en cortisone. La transformation du cortisol en cortisone le rend inactif. La transformation du cortisol en cortisone le rend inactif. Ou bien il perd beaucoup de son activité. Il va perdre beaucoup de son activité. L'enzyme qui est responsable de la transformation du cortisol en cortisone et du cortisol en cortisol, elle s'appelle la 17 bêta déshydrogénase. La 11 bêta déshydrogénase. La 11 bêta déshydrogénase. Il y a deux types. Le type 1 et le type 2, ou bien l'isotype 1 et l'isotype 2. Le type 1, il est présent au niveau du foie. Le type 1, il est présent au niveau du foie. Le type 2 est présent au niveau des cellules tubulaires rénales. Au niveau des cellules tubulaires rénales. Au niveau des cellules tubulaires rénales. Le type 1 transforme le cortisone en cortisol. Le type 1 transforme le cortisone en cortisol. Le type 2 transforme le cortisol en cortisol. Le type 2 transforme le cortisol en cortisone. Est-ce que ça va? Alhamdulillah. Maintenant, on avance un peu, on entre un peu dans les détails. Puisque, s'il vous plaît, ça va pour tout le monde? Le foie. S'il vous plaît, puisque le type 2 transforme le cortisol en cortisone, il va l'inactiver. C'est quoi le but de cette inactivation rénale du cortisol? C'est pour que le cortisol ne se fixe pas sur les récepteurs de l'aldostérone. Parce que l'aldostérone, il est responsable de la réabsorption du NA+, et de l'eau. L'aldostérone est responsable de la réabsorption du NA+. Donc, l'aldostérone, je ne veux pas que le cortisol agisse la même fonction que l'aldostérone. Donc, on parle l'aldostérone. L'aldostérone est en train de réaliser sa fonction. Ce n'est pas la peine que le cortisol vienne au niveau des reins pour agir de la même façon que l'aldostérone. L'aldostérone est là, l'aldostérone est là. Il peut réaliser sa fonction. Ce n'est pas la peine de faire venir du cortisol pour qu'il se fixe sur les récepteurs de l'aldostérone pour qu'il agisse de la même façon que l'aldostérone, parce que cela va me poser des problèmes. Je vais avoir beaucoup de NA+ qu'il ne faut, beaucoup plus qu'il ne faut. Et donc je vais réabsorber du NA+. Et la réabsorption du NA+ va être accompagnée de la réabsorption d'eau. Et cette réabsorption excessive d'eau va me rendre en surcharge hydrosodée qui peut me causer des problèmes, des œdèmes, un problème cardiaque, une augmentation de la post-charge et une défaillance cardiaque. D'accord? Très bien. Donc je dois inhiber le cortisol au niveau des reins. Ce matin, on avait vu une molécule, l'acide glycérésique. On avait dit que c'était un agoniste de l'aldostérone. Comme là, alors ce n'est pas un agoniste de l'aldostérone, il va juste inhiber
la 11-bêta déshydrogénase rénale. Donc, en inhibant la 11-bêta déshydrogénase rénale, il va empêcher la transformation du cortisol en cortisone. Donc, il va augmenter la quantité du cortisol dans les reins. Et donc, il va favoriser la fixation du cortisol sur les récepteurs de l'aldostérone. Et donc, il va avoir un effet minéralocorticoïde. Et c'est pour cela qu'on avait dit que l'acide glycéridique était un agoniste non stéroïdien de l'aldostérone. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Très bien. Je suis fier de vous. Bravo. Vous êtes excellent. Hayya. Voilà. Donc regardez ce petit joli schéma. Le cortisone ne peut pas se fixer sur le récepteur minéralocorticoïde. Regardez ici. Il y a une barre. Donc il ne peut pas se fixer. Il ne peut pas se fixer alors que l'aldostérone, il peut se fixer et le cortisol peut se fixer. D'accord? Très bien. Très bien, bravo. 1% de la cortisone et du cortisol excrétés sous forme intacte et le cortisol libre urinaire, il reflète la fraction du cortisol plasmatique non liée aux protéines. C'est un outil de dosage. Le cortisol libre urinaire qu'on dose à 8 heures, blablabla. Ce n'est pas important, c'est des explorations endocrinologiques. On a terminé avec le catabolisme.